Bon, eh bien ça y est, on y est. Le cas de figure le plus dégradé et le plus inquiétant que tu peux rencontrer. Tout à l'heure, je ne voulais pas te mentir, là je ne peux pas. C'est la merde. Charlie ne respire plus. Mais comme depuis le début de la formation, je vais te donner des techniques et des infos qui te permettront de réagir correctement et le plus rapidement possible. Tu es prêt ? Allez, on y va. L'arrêt cardiaque, c'est une course contre la montre. Et pour prendre un bon départ, tu prends ton téléphone portable, tu composes le 112, tu le mets sur haut-parleur et tu le poses à côté de toi. Et ensuite, tu vas venir effectuer un massage cardiaque sur ton pote. À quoi ça sert un massage cardiaque ? Pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Eh bien, ça va venir remplacer ce que fait le cœur en temps normal. On l'a vu un tout petit peu plus tôt dans la formation, pendant les hémorragies. Le cœur, c'est une pompe qui envoie du sang vers les différents organes vitaux, dont le cerveau, le plus important à ce moment-là. Et donc, en comprimant le cœur avec tes mains, manuellement, tu vas remplacer ce que fait le cœur, c'est-à-dire lui envoyer du sang et de l'oxygène. Alors, pour faire un bon massage cardiaque, je vais te montrer comment est-ce que l'on doit mettre ses mains, où les placer et comment appuyer. Parce que si tu n'as pas de notion de premier secours, tu as vu tout et n'importe quoi sur les différentes séries télévisées. Donc, dans un premier temps, il va falloir accéder à sa poitrine. Eh bien, il s'agirait de penser à la plage, mon grand. Un peu blanc, Charlie. Hein. Donc, le cœur, il se situe à quel endroit ? Approximativement au centre de la poitrine, à gauche. Donc, je vais mettre mes mains au centre de la poitrine. Comment est-ce que je mets mes mains ? Je prends ma main forte, en l'occurrence, moi, la droite. Et je vais venir entrecroiser mes doigts comme ça. Tu vas voir, ça a une importance. Je ne veux pas voir autre chose. Je les mets au centre de la poitrine et comme j'ai entrecroisé mes doigts, je vais pouvoir relever la partie supérieure de ma main. Et donc exercer toute la pression que je vais mettre sur ma paume pour comprimer correctement le cœur. Main forte au centre de la poitrine, j'entrecroise mes doigts, je relève un petit peu et je vais venir effectuer 30 compressions. Ok ? 30 compressions de 5 à 6 cm. Tu te rends compte de ce que c'est ? C'est gros, hein ? Ça fait ça. C'est pour ça que je dois avoir ma paume de main bien en contact avec le centre de la cage thoracique pour comprimer le cœur, pour mettre toute la force que j'ai à cet endroit-là. 5 à 6 cm sur un rythme de 100 à 120 compressions par minute. Je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ok ? Donc tu vois, c'est assez physique. Et ça, il va falloir le maintenir jusqu'à ce que les premiers secours arrivent. Avec du matos et surtout transporte ton pote à l'hôpital. Donc le cycle, c'est 30 compressions et 2 insufflations. Et je vais revenir dessus, attention, ça secoue. Depuis que notre copain Covid est entré dans nos vies, l'assemblée des médecins qui régit le secourisme a dit qu'on ne devait plus insuffler. D'accord ? Tu l'auras compris, pour ne pas propager le virus. Et quelque part, ils n'ont pas tort, puisque le plus important, c'est de comprimer le cœur pour alimenter le cerveau en oxygène. Et donc le jour où c'est ton pote, ou dans un cadre privé, ton frère, ta soeur, ta maman ou ton papa, il faudra, pour mettre toutes les chances de ton côté, faire du bouche à bouche. Car en faisant du bouche à bouche, tu vas insuffler une petite partie d'oxygène. Donc 30 compressions, comme je t'ai montré, et les insufflations au nombre de 2. Comment je fais ça ? Eh bien là, je mets une main sur le front, 2 à 3 doigts sous le menton, et je vais venir basculer la tête en arrière. Tout à l'heure, sur la chute et sur l'inconscience, je t'ai dit qu'il ne fallait pas basculer la tête en arrière. Mais là, c'est juste une priorité. Qu'est-ce qui prime entre le fait qu'il meure de l'arrêt cardiaque ou qu'il ait des séquelles au niveau du rachis et des cervicales ? Eh bien pour moi, la priorité numéro 1, c'est empêcher qu'il meure de l'arrêt cardiaque. Donc je mets une main sur son front, 2 à 3 doigts sous ce menton, j'ouvre la bouche, je lui bouche le nez et je viens lui insuffler de l'oxygène. D'après toi, comment est-ce que je vais faire du bouche à bouche ? Comment est-ce que je vais souffler ? Avec quelle force ? Eh bien non, ce n'est pas parce que tu envoies trop d'air ou plus d'air que tu vas être plus efficace. Il faut que tu insuffles dans la bouche
de ton pote assez d'air pour que la cage thoracique se soulève. Car si tu en envoies trop, le surplus d'air va aller dans son estomac et ce qu'il y a en trop, il va te le rendre en vomissant. Ouais, c'est dégueulasse, mais c'est ce qui arrive. Reprenons la séquence depuis le début. Tu vas contrôler et rechercher si ton pote respire. Il ne respire pas, il est donc en arrêt ventilatoire. Mais puisqu'il ne respire plus, cela va causer un arrêt cardiaque très rapidement. Donc grâce à toi, on a gagné du temps. Tu vas donc prendre ton téléphone, appeler les secours, le mettre en haut-parleur et rentrer en contact avec eux. Et répondre à leurs questions. Puis commencer un massage cardiaque. En faisant 30 compressions avec les mains entrecroisées comme ça, au centre de la poitrine, les coudes verrouillés et en enfonçant la poitrine de 5 à 6 cm pour bien comprimer le cœur qui envoie du sang vers les différents organes vitaux, dont le cerveau. Au bout de 30 compressions, je vais effectuer 2 insufflations. Et encore une fois, ce que je te dis, c'est sur mesure parce que tu connais cette personne et c'est ton pote. Donc on met toutes les chances de notre côté pour le récupérer. Une main sur le front, 2 à 3 doigts sous le menton, je lui bascule la tête, je lui ouvre la bouche, je lui pince le nez et là je vais envoyer 2 insufflations en regardant sa poitrine puisque dès lors qu'elle se soulève, j'arrête de souffler. Si les insufflations ne passent pas de suite parce que tu les fais mal, parce que l'étanchéité est mal faite, c'est pas grave. Le plus important, c'est de comprimer. Donc tu repars sur 30 compressions et tu te redonneras une chance de les faire correctement après. Ok pour ça? Tu effectues ce cycle jusqu'à ce que les renforts arrivent à ta rencontre et prennent le relais. J'en profite maintenant d'être à la fin de la formation, dans la dernière partie, pour aborder le sujet de « et si je fais mal les gestes ?» Depuis le 3 juillet 2020, il y a une loi qui s'appelle la loi du citoyen sauveteur et qui te protège. D'accord? Elle te protège au cas où tu fais mal les gestes et où la personne, ton pote, vient malheureusement à décéder. Dans ce cas-là, c'est arrivé par le passé que la famille de la personne décédée attaque le type ou la personne qui a fait les gestes de premier secours. Et donc depuis le 3 juillet 2020, ouais, c'est très récent, c'est même choquant, eh bien tu es protégé, tu ne pourras pas être attaqué. Le but de cette loi est logique, il va dans un seul sens. C'est que face à une personne qui a une détresse vitale, hémorragie, inconscience, arrêt cardiaque, il vaut mieux essayer de faire quelque chose que, par peur de mal faire, ne rien faire. Tu comprends? Donc voilà, depuis le 3 juillet 2020, on est tous protégés et on peut intervenir sur quelqu'un pour essayer de résoudre cette détresse vitale. Fin de la parenthèse. Et je reviens sur l'expression tout à l'heure que j'ai employée quand j'ai dit mettre toutes les chances de ton côté en faisant du bouche à bouche. Pour mettre toutes les chances qui existent de ton côté, eh bien tu peux avoir accès à du matériel, un défibrillateur. Coupler tout cela te permettra peut-être, si c'est le jour, de récupérer la personne qui a fait l'arrêt cardiaque. Donc on va voir ensemble maintenant qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte, pourquoi est-ce qu'elle est entreposée partout en ville, à quoi elle sert et comment on l'utilise. Avant de retourner voir tonton Charlie et te montrer comment est-ce qu'on pose un défibrillateur sur lui, il faut que tu saches que le défibrillateur, il en existe autant de modèles qu'il existe de marques. Eh ben oui, c'est devenu un business comme tout. Et donc il y a plusieurs marques qui se disputent le marché et tu peux en rencontrer plusieurs différents dans la ville. Ce que tu dois retenir, c'est qu'il y a marqué sur les panneaux DAE en vert. Ça veut dire défibrillateur automatique externe. D'accord? Automatique, ce qui veut dire que c'est accessible à tous, utilisable par tous, puisqu'il est automatique. Tu n'as qu'à l'allumer et c'est lui qui va te parler. On va le voir ensemble. Mais alors, à quoi ça sert un défibrillateur? D'après toi, à quoi ça sert? Pour t'aider à réfléchir, je t'ai préparé encore une fois une aide pédagogique de grande qualité, ce graphique. Tu le vois? À l'aide de ce graphique, est-ce que tu peux répondre à la question suivante, s'il te plaît? Le défibrillateur, son boulot va être d'envoyer une décharge électrique dans le cas où le cœur bat en niveau 1, tracé en noir. Lorsque le cœur bat, comme c'est schématisé, en bleu au niveau 2, ou bien lorsque le cœur a un rythme schématisé par le numéro 3 en rouge. D'après toi, quand est-ce que le défibrillateur va te dire « Ok mon pote, là c'est mon job, j'envoie la purée ». Eh bien, contre beaucoup d'attentes en formation,
le défibrillateur, il va demander à choquer dans le cas numéro 2. D'accord? Je t'explique. Dans le cas numéro 1, le cœur bat normalement. Donc le défibrillateur, après analyse, va te dire « je m'en fiche, c'est pas mon job ». Dans le cas numéro 3, le cœur ne bat pas. Et donc le défibrillateur va te dire « là, c'est pas mon job. Moi, je suis là pour défibriller ». Si ce mot est compliqué, c'est qu'il y a une raison. Sinon, ce serait trop facile. C'est en numéro 2. En numéro 2, le cœur, il fibrille. Il fait n'importe quoi. Il est comme ça et il se contracte anarchiquement. C'est pour ça qu'il y a un tracé bizarre comme ça. Et donc, grâce au défibrillateur qui va envoyer une décharge électrique, le cœur va passer du numéro 2 au numéro 3. Tu vois où je veux en venir? Le défibrillateur il a pour fonction de venir perturber cette fibrillation. Et donc, de l'arrêter, d'arrêter le cœur. Dans certaines situations, le cœur va s'arrêter très brièvement et repartir de lui-même comme ça. Mais le défibrillateur, il envoie une décharge électrique pour faire passer le cœur et son rythme du niveau 2 au niveau 3. Et c'est toi, grâce à des gestes que l'on a vus ensemble précédemment, qu'il fera repartir correctement s'il doit repartir ce jour-là. C'est bon pour ça? En formation, j'utilise un défibrillateur d'entraînement. Je te le montre, il est juste là. Par contre, Charlie, il va falloir que tu me fasses un peu de place. Voilà. Six-pack. Donc tu vois, c'est une boîte comme ça, pas plus grosse que ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien tout d'abord, la boîte. Comme je t'ai dit, il y en a plusieurs marques, donc plusieurs modèles. Ne te fie pas à celui-ci, c'est un défibrillateur d'entraînement. Donc la boîte avec sa batterie qui est soumise à entretien annuel. Donc tous les ans, il y a un contrat d'entretien de la société qui pose le défibrillateur dans les lieux publics. Et donc ils sont à jour. Il y a aussi à l'intérieur des électrodes. Ces électrodes, généralement, maintenant, dans 90-95% des cas, ils sont directement reliés à la boîte. En plus des électrodes, tu vas retrouver du matériel accessoire, comme un rasoir par exemple, un ciseau incurvé et des compresses ou une serviette éponge. À quoi est-ce que ça sert? Eh bien, ces accessoires vont te permettre de faire en sorte que les patchs adhèrent correctement à la peau. Tout d'abord, les ciseaux, tu vas pouvoir accéder à la poitrine du mec. Ces ciseaux, ils sont incurvés et ils ont la particularité de découper à peu près tout. Ces ciseaux, ils sont originaires de l'environnement militaire où ils découpent les gilets pare-balles, les Rangers, et maintenant utilisés jusque dans les défibrillateurs parce que ça découpe tout. Ça peut découper les blousons de motards par exemple ou même leurs chaussures. Le rasoir, pareil, toujours dans l'objectif de faire adhérer les patchs, que je vais te montrer après, sur la peau de la personne. Dans le cas où elle est très poilue, un petit coup de rasage et ça va beaucoup mieux. Et enfin, tu vas retrouver des compresses ou une serviette éponge, toujours dans le but de venir faire adhérer les électrodes correctement sur la peau de la personne. Puisqu'elle peut avoir fait un malaise cardiaque après un footing, après une session de parcours ou même après un malaise qui aurait engendré des sueurs abondantes. Ok? Donc c'est le matos que tu vas retrouver à l'intérieur d'un défibrillateur. Maintenant, comment est-ce qu'on le pose? Petite transition, je le mets allongé. À de suite. Je te disais tout à l'heure en présentation du défibrillateur qu'il était automatique et qu'il allait te parler. Et donc lorsque tu vas le décrocher du mur, écoute bien ce qu'il va te dire. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Simple. Appliquer les électrodes sur la poitrine nue du patient. Et donc, là, d'après toi, où est-ce qu'on va les placer sur la poitrine? Eh bien, il n'y a pas à avoir de réponse puisque sur les électrodes, c'est marqué. Regarde. Tu vois, il y a un schéma, impossible de te tromper. Ou alors tu le fais exprès. Je prends le premier, même dans le stress, je prends le premier, je regarde et je le place. Je prends le second, je le regarde et je le place.
Ok? J'ai la beau gosse. Le positionnement des électrodes a pour but de prendre le cœur en sandwich pour que la décharge électrique qui va être envoyée soit la plus optimale possible. Le cœur est à peu près ici. En plaçant les patchs comme indiqué, eh bien mon cœur est au centre et je vais être très efficace. La décharge va être très efficace. Donc ok, une fois que les électrodes sont placées, lui, son job, ça va être de savoir si il va travailler. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Tu as entendu? Analyse du rythme cardiaque en cours. Là, il fait son boulot d'analyse et il va chercher si le cœur bat n'importe comment ou ne bat pas. Ok? Et il me demande, pour pas interférer son analyse, de ne pas toucher le patient. Parce que si je touche Charlie, peut-être que lui va détecter mon cœur. Ok? Donc je ne touche pas, je lui obéis. Choc recommandé, c'est ce qu'il dit après. Appareil en charge. Donc là, il a détecté que le cœur faisait n'importe quoi. Il fait ça. Donc il va charger, je vais me pousser et lui va délivrer le choc électrique. Délivrer le choc délivré. En pause. Commencer la RCP. Choc délivré, en pause, commencer la RCP. Ok. Donc choc délivré, lui il a bossé, il a envoyé sa décharge et maintenant il me demande de commencer la réanimation cardio-pulmonaire, très vulgairement le massage cardiaque qu'on a vu tout à l'heure. Ok? Et lui, toutes les 2 minutes, il va te dire arrêtez la RCP, donc arrête ce que tu es en train de faire, analyse en cours. Et il va regarder, checker, analyser si le cœur fait n'importe quoi pour lui réenvoyer une décharge. Voilà comment on utilise un défibrillateur. Il reste positionné comme ça jusqu'à ce que les secours arrivent et tu fais ton massage par-dessus, comme ceci. J'espère que ça a été le plus clair possible. Maintenant, je vais te parler des questions qui me reviennent le plus en formation à propos de cette boîte. Dans quel cas on peut le mettre ou ne pas le mettre? Première question qui me revient tout le temps en formation, c'est Tony, est-ce que je peux poser un défibrillateur sur une personne qui est mouillée? Soit parce qu'elle a fait un footing sous la pluie, parce qu'elle transpire beaucoup, ou bien dans le cadre d'un accident de plongée. Oui, on peut mettre un défibrillateur sur une personne mouillée. Il faudra simplement sécher les zones où vont aller les patchs, mais en aucun cas on ne va venir électriser ou électrocuter la personne qui est mouillée et à qui on pose un défibrillateur. La décharge sera juste moins efficace que si la personne était totalement sèche. Seconde question qu'on me pose, Tony, est-ce qu'on peut poser un défibrillateur sur une personne qui a un pacemaker? Alors oui, on le peut aussi. Et pourquoi? Parce qu'un pacemaker, c'est une petite pile qui vient généralement se loger sous la clavicule ici, mais c'est très fin comme cicatrice. Et cette pile, elle a pour but de venir stimuler le cœur dans le cas où une personne a des problèmes cardiaques. Si une personne est équipée d'un pacemaker et qu'elle fait un arrêt cardiaque, eh bien sans doute le pacemaker est cassé, ne fonctionne plus. Donc oui, on peut poser un défibrillateur sur une personne qui a un pacemaker. Troisième question que l'on me pose parfois, c'est est-ce qu'on peut poser un pacemaker sur une personne qui est sur une plaque d'égout ou une grille en fer, comme il y en a par exemple dans les centres-villes? Oui, on le peut, mais il faut éviter. Pas parce que ça va électrocuter ou électriser les personnes autour, mais parce que la décharge, encore une fois, ne va pas être aussi efficace que si la personne était sur une partie sèche, carrelée ou en bois, d'accord? Parce que le métal est conducteur de l'électricité et donc la décharge va se répartir aussi sur les grilles. Et dernière question que l'on me pose souvent à propos du défibrillateur et que tu t'es peut-être posé quand j'en parlais, c'est eh bien Tony, qu'est-ce que je fais si j'en ai pas? Eh bien c'est pas grave. Tu sais, à la maison, on n'a pas de défibrillateur. Ils sont entreposés dans les lieux publics. Et donc si j'en ai pas accessible, qu'est-ce que je fais? Je commence le massage cardiaque comme je t'ai montré pour remplacer ce que fait le cœur. Et c'est les pompiers, quand ils vont te rejoindre, qui eux viendront avec cet équipement et qui le poseront dans les premiers instants. Donc le plus important reste le massage. Et la combinaison totale du défibrillateur, du massage et des insufflations permettent simplement de mettre toutes les chances de ton côté pour récupérer la personne.
Voilà pour ça et voilà pour la réponse aux questions que l'on me pose le plus souvent sur cet équipement imprononçable. Nous sommes maintenant à la fin de cette partie qui parle de l'arrêt cardiaque et du matériel qui est associé. Je te donne rendez-vous avec Charlie dans la partie suivante où on va conclure ce bon moment passé ensemble. À de suite.